Bonsoir à toutes et à tous. Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise dans l'actualité ce soir. Les nouveaux dirigeants des districts récemment élus ont prêté serment ce lundi. Lancement ce lundi également d'une vaste campagne de vaccination contre le Covid-19 dans toutes les provinces du pays, avec l'objectif d'atteindre au moins 7 millions de personnes avant la fin de cette année. Le Rwanda reste préoccupé par le problème de la grossesse des mineurs, même si leur nombre a baissé d'environ 17% dans 2 ans. Et bienvenue à ce journal que vous présente Jean Damascène Manishimni. Les nouveaux dirigeants des districts récemment élus ont prêté serment ce lundi. La population souhaite que les nouveaux dirigeants déploient plus d'efforts dans l'augmentation des infrastructures en mettant le citoyen à la base de tout. Kassim Youssouf nous en dit plus. Des infrastructures d'eau, de l'électricité, des routes, la réhabilitation de l'habitat et la riposte aux défis majeurs auxquels est confronté le bien-être de la population sont parmi ceux dont on attend des nouveaux dirigeants des districts. Notre grand souhait est qu'ils nous permettent d'avoir partout accès à l'électricité et à l'eau, et puis nos routes ne sont pas assez praticables. Rusizi ihana imbibi n'ibihugu bibiri harimo Rusizi Congo n'Uburundi. Rusizi est frontalier avec 2 pays, à savoir le Congo et le Burundi. À Rusizi, nous avons un grand marché des Congolais qui ont besoin du bétail et nous avons besoin d'un marché de bétail. Le marché de Rusizi est très fréquenté par des Congolais qui apportent des devises et les Rwandais qui travaillaient au poste frontalier sont partis au Congo. Nous voudrions éliminer la raison qui les ont poussés à partir et qu'ils puissent revenir et avec eux les Congolais. Nicyo tugomba gukora kugira ngo bagaruke baze bakore mu Rwanda abakongomani baze badukurikira. Ces desiderata des citoyens surviennent au moment où les nouveaux comités exécutifs des districts un peu partout dans le pays ont prêté serment pour leurs nouvelles fonctions et ont procédé à la remise reprise avec les comités sortants. Les dirigeants dont le mandat est arrivé à terme laissent derrière eux du pain sur la planche, notamment des défis qui entravent le bien-être social. Le grand défi concerne les infrastructures. Le district de Kamonyi a besoin de l'électricité. Nous n'avons pas encore atteint la moitié de la population qui a accès à l'électricité. Le chemin est encore long. Autre chose, c'est l'eau potable dans différentes parties et concernant les routes, les intempéries ont endommagé beaucoup de ponts. Certains de ces nouveaux dirigeants de district indiquent qu'ils vont déployer davantage d'efforts dans la recherche des solutions aux problèmes auxquels la population est confrontée et qu'ils travaillent à l'unisson. Notre désir est que toutes les activités soient réalisées, mais en nous basant sur le citoyen comme c'est notre tradition. Le citoyen doit être la priorité tant en ce qui concerne le bien-être que le développement économique, la bonne gouvernance et que tout soit réalisé en pensant aux citoyens. Nous allons commencer par toutes ces activités en retard, voir qui pourraient nous aider pour résoudre ce problème. Nous pensons à ces projets, à ces défis, c'est-à-dire que nous voulons transformer l'image de notre district et le rendre meilleur. Le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, a fait savoir que des efforts seront déployés dans le renforcement des capacités de ces nouveaux dirigeants pour qu'ils puissent mieux accomplir leurs tâches.
Ils ont des qualifications, ils ont des connaissances, ils ont de l'expérience, ils sont en bonne santé. Ils ont travaillé dans différents domaines dans le pays, mais ils ont besoin du renforcement des capacités en ce qui concerne la gouvernance, l'organisation. Ils ont besoin de l'accompagnement dans ce processus de leur travail et leurs attributions pour que chaque fois qu'ils seront dans leur travail, ce qu'il manque par rapport aux connaissances, à l'expérience, à ce dont on a besoin, qu'ils puissent les avoir à travers des formations et des débats, tout en leur rappelant qu'ils ne travaillent pas tout seuls. Au cours de cette activité de prestation de serment, des téléphones portables ont été distribués dans le cadre du programme Connect Rwanda. Pour savoir plus sur la tâche qui attend ces nouvelles autorités des districts et la physionomie de la gouvernance au Rwanda aujourd'hui, nous avons approché le secrétaire général de l'Association des autorités locales, M. Ladislas Ngendahimana, qui commence par nous livrer les défis qui attendent ces autorités nouvellement élues. Les défis qui attendent les nouveaux élus sont multiples, mais il y a aussi des opportunités. Ce ne sont pas seulement des défis. Oui. Ils doivent s'assurer que le programme de gouvernement est mis en œuvre tel que conçu par le président de la République, ça c'est un. Oui. Deux, ils doivent assurer le recouvrement du Covid-19 parce qu'ils sont élus dans un contexte particulier. Il y a les citoyens qui sont exigeants. Il y a les plateformes qui sont en place pour que les citoyens puissent s'exprimer. Alors, les élus actuels doivent s'attendre à ce que les citoyens exigent. Alors, ils doivent répondre aux exigences de la population. Oui. Et alors, comme vous le soulignez, effectivement, il y a beaucoup de réalisations. Quelles sont les opportunités ou bien les atouts sur lesquels ces nouvelles autorités devraient s'appuyer pour mener à bien les attributions? Maintenant, c'est la période de la consolidation des acquis dans le cadre de la gouvernance et du développement socio-économique. Oui, oui. Il ne faut pas commencer à zéro. Il y a tous les instruments et tous les prérequis pour qu'ils puissent démarrer ou bien continuer sur la piste qui a été déjà tracée. Le gouvernement du Rwanda fonde tous ses programmes sur le citoyen. Et comment se situent les relations dirigeants-dirigés aujourd'hui et quelle peut être la contribution de ces nouvelles autorités pour le plein succès de cet objectif phare du gouvernement du Rwanda? Il y a deux principes qui fondent la gouvernance rwandaise. D'abord, il y a le choix des citoyens, c'est-à-dire qu'ils sont élus par les citoyens et ils doivent répondre aux exigences ou aux demandes des citoyens. Ça, c'est primordial. Oui. Il y a les exigences ou bien les pétitions et les demandes qui sont incessantes, qui ne sont pas routinières. Il y a des innovations dans les problèmes. Alors, il faut aussi que les élus répondent aussi, soient dynamiques pour innover. Et certainement aussi, vous, en tant qu'association des autorités locales, vous êtes là aussi pour les accompagner, j'espère. Ils ne sont pas seuls. Nous sommes là pour les accompagner. Il y a le gouvernement qui est là pour les accompagner. Nous ferons notre mieux parce que leur performance, c'est notre succès, c'est notre crédit. Nous sommes là pour eux. Oui. Merci beaucoup, M. Ladislas Ngendahimana. Vous êtes secrétaire général de l'ARGA. Merci beaucoup pour votre éclairage. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. La gouvernance à la santé, le ministère de la Santé au Rwanda, en collaboration avec les forces rwandaises de défense, a lancé ce lundi une vaste campagne de vaccination contre le Covid-19 dans toutes les provinces du pays, avec l'objectif de vacciner au moins 7 millions de personnes avant la fin de cette année. Amandine Dukumasabo continue. Ce lundi, les habitants du district de Musanze ont en majorité reçu leur première dose de vaccin pour les uns et leur deuxième dose pour les autres. Une activité qui a été respectivement effectuée à leur domicile, au marché et bien sûr au niveau de différents sites de vaccination de ce district. Lorsque je suis arrivée ici, j'ai décidé de me faire vacciner. J'encourage également ceux qui sont ici au marché à ne pas rater cette occasion. Il n'y avait rien d'étonnant car les forces armées rwandaises contribuent d'habitude dans le développement à travers les œuvres de sauvetage et de charité. C'est l'une de leurs qualités.
En district de Nyagatare, la vaccination continue et plus de 4000 personnes ont reçu leur dose de vaccin. Les habitants de cette localité indiquent que ce genre d'activité est une preuve tangible de la valeur que le gouvernement accorde à la population. Par exemple, pour les personnes âgées, l'infection de Covid-19 ne nous affaiblit pas lorsque nous avons été vaccinés. Un traitement médical nous aide à nous rétablir rapidement. Le directeur de l'hôpital moderne de Ruhengeri, Dr Muhire Philbert, explique qu'il leur a été ajouté la capacité de vaccination et que cette activité bénéficiera de plusieurs personnes en très peu de temps. Les forces armées rwandaises sont toujours prêtes à intervenir dans tous les domaines liés à la sécurité, qu'elle soit sanitaire ou d'autre nature. Nous sommes reconnaissants envers les militaires et le ministère de la Santé. À part les personnes qui ont plus de 18 ans qui reçoivent les doses de vaccin, le ministère de la Santé au Rwanda indique qu'à partir de ce mardi, les adolescents seront également vaccinés partout sur le territoire national, commençant par la ville de Kigali. Les statistiques du ministère de la Santé montrent que le 21 novembre, plus de 53 320 personnes ont reçu leur première dose de vaccin, tandis que 36 143 en ont reçu leur deuxième. Depuis le début de la vaccination au Rwanda, plus de 5 millions de personnes ont déjà reçu leur première dose de vaccin, tandis que 2 millions ont déjà reçu toutes les 2 doses de vaccin. Amandine Di Kumasabo, télévision rwandaise. Et parlons justice à présent. Le Rwandais Claude Muhayimana a comparu devant la cour d'assises de Paris ce lundi. Claude Muhayimana est poursuivi pour crime de génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Pour maître Richard Gisagara, les chefs d'accusation qui pèsent contre Muhayimana ont un certain lien avec les activités de l'armée française dans l'opération turquoise, notamment dans les collines de Bisesero. Actuellement, c'est au sud du Rwanda. Il y avait plusieurs échelons, il y avait un mécanisme qui a nécessité plusieurs degrés d'intervention sans lesquels le génocide n'aurait pas eu lieu. Donc c'est pour ça que moi je considère que tous les maillots du mécanisme de la chaîne qui a conduit au génocide est important. Et donc ce dossier, moi je l'aborde comme j'ai abordé les dossiers de Simbikangwa, comme j'ai abordé le dossier des ex-maires de Kibungo, et c'est un dossier aussi important que les autres. Et de l'autre côté aussi, il ne faut pas oublier que c'est un procès qui concerne ce qui s'est passé à Bisesero, qui est une des épisodes les plus douloureuses du génocide. Et ça va nous permettre effectivement d'en savoir davantage. Et vous savez que c'est d'ailleurs très symbolique que c'est sur le premier procès donc, de Bisesero qui se déroule en France, alors que vous savez que l'armée française est soupçonnée de ne pas avoir apporté toute l'aide nécessaire aux personnes que je représente. Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda, indique qu'il y a beaucoup de procès attendus en France, même si les délais qu'ils prennent sont assez longs. Concernant Muhayimana, on ne peut pas vraiment parler de lenteur et c'est même un peu étonnant que ce soit son dossier qui arrive maintenant parce qu'il y a des plaintes qui sont beaucoup plus anciennes. Vous avez celle concernant Munyemana Sosten dont la plainte date de 1995. Je prends aussi l'exemple de Bouti Baruta qui sera jugé au mois de mai. La plainte date de l'an 2000. De toute façon, nous ne cessons de dénoncer les lenteurs de la justice. Ça fait 25 ans qu'on le dit, que la justice française n'a pas mis suffisamment de moyens en juge pour pouvoir enquêter. Nous avons encore près d'une trentaine de plaintes. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Le temps joue en faveur des bourreaux et vraiment ces lenteurs-là pour nous sont insupportables. Claude Muhayimana est le 4e Rwandais à comparaître en France pour génocide perpétré contre les Tutsis. C'est après Pascal Simbikangwa, Tite Barahira et Octavien Nyenzi. En mai prochain est attendu également le procès de Laurent Bukibaruta. Celui-ci est l'ancien préfet de la préfecture de Gikongoro. C'est également au sud du Rwanda. La suite de ce journal, le secteur judiciaire du Rwanda indique que sa collaboration avec celui de Singapour présente un intérêt qui porte sur la technologie, d'autant plus que ce pays a réalisé du progrès dans l'octroi des services à l'aide de la technologie. Le président de la Cour d'appel, François-Régis Rukundakuvuga, indique
que les deux pays devraient partager la manière de gestion des procès, exigeant des connaissances plus poussées. bigamije kureba uko bakora natwe tukababwira uko dukora kugira ngo tumenye. L'objectif visé, c'est voir comment ils travaillent et qu'eux aussi sachent comment nous fonctionnons afin que nous puissions savoir ce que nous pouvons tirer de leur expérience. Dans le fonctionnement des tribunaux, il y a l'introduction de l'accusation, la réception du dossier, la préparation du procès, la comparution des deux parties concernées, la transmission de la copie aux deux parties, et puis il y a le fait de connaître la suite dans l'exécution du procès. Nous avons un système que nous utilisons. Nous voulons savoir ce qu'on peut y ajouter pour qu'il soit davantage perfectionné afin d'optimiser l'octroi de services. bigatuma dushobora gufata ibyemezo bikwiriye ugereranyije n'ikigenderewe ni ukuvuga gutanga ubutabera bunoze kandi bwihuse. Les tribunaux du Rwanda se servent du système de gestion des cas électroniques intégré. Le président de la Cour d'appel indique que le partenariat des organes judiciaires du Rwanda et de Singapour aura de bons résultats en ce qui concerne l'échange des connaissances. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont très avancés dans ce qu'on appelle audience en ligne. Ils possèdent une technologie avancée dans ce domaine, même si ce n'est pas encore au point. Et nous aussi, nous avons cette technologie dans nos projets. Le Rwanda reste préoccupé par le problème de la grossesse des mineurs, même si leur nombre a baissé d'environ 17% par rapport à la période de 2019-2020. Ce défi de taille demeure un obstacle à la stabilité et au développement de la famille. Patrick Nilidandi. Il est certes difficile pour une jeune fille ayant été victime d'une grossesse précoce d'évoquer le sujet. Arabi a pu approcher une jeune fille de 17 ans et elle avait entre ses mains son bébé d'1 an et demi. J'ai appris que j'étais enceinte au moment où j'allais à l'école. J'ai depuis appelé la personne responsable de cette grossesse, mais il a immédiatement éteint son téléphone. Depuis plus de 5 ans maintenant, le problème des grossesses chez les adolescentes continue d'être un problème grave et il est très courant de trouver des enfants de moins de 18 ans portant des bébés à travers le pays. Quand je suis allée chez eux, sa mère m'a dit de ne pas signaler ce cas. Elle a dit qu'ils allaient voir si c'était bien leur enfant quand j'ai accouché. Je venais de rentrer de l'école. Ils m'ont convaincu de coucher avec lui. Je suis tombée enceinte. Quand j'ai accouché, je lui ai dit, mais aucune réponse de sa part. Par analyse, le nombre de grossesses chez les adolescentes au cours des 3 dernières années est toujours élevé, même si entre 2019 et 2020, ces chiffres avaient baissé de près de 4000. La secrétaire permanente au ministère du Genre et de la Promotion de la Famille, Mireille Batamuliza, reconnaît qu'effectivement la question n'a pas encore trouvé des réponses efficaces et définitives. Le nombre de grossesses chez les adolescentes entre 2018 et 2019 est passé de 19 832 à 23 628. Le nombre a diminué de janvier 2020 à décembre 2020 à 19 701 jusqu'à 23 628. Mais ce nombre est toujours très élevé, plus de 19 000 adolescentes. Elles sont encore jeunes, leur corps n'a pas encore fini son développement et n'ont pas encore atteint leur maturité. Elles ne sont pas encore prêtes pour s'occuper de leurs enfants. Les défis des tailles pour ces jeunes filles. Ces différents chiffres sont confirmés par le nombre de personnes poursuivies par les RIB, l'Office rwandais d'investigation, qui sont aussi en hausse dans ces cas présents, selon le porte-parole du RIB. Nous avons reçu 3 433 cas au cours de la période 2018-2019, 4 077 en 2019-2020 et 5 330 en 2020-2021. C'est une augmentation de 55%.
3199 ont été violées et sont tombées enceintes. Et ceux qui ont été violés et qui ne sont pas tombés enceintes, elles sont au nombre de 10 447. Selon le Sénat rwandais, cette question est un obstacle majeur à la stabilité et au développement de la famille. C'est pourquoi l'Assemblée plénière de la semaine dernière en a débattu en profondeur. Les sénateurs soulignent qu'il est nécessaire d'agir en urgence. Une fois, j'ai suivi l'une des filles qui a été violée et qui est tombée enceinte. Elle a même dit que la personne qui l'avait violée avait aussi volé son bébé. Le Sénat devrait se pencher sur cette question et l'examiner en profondeur, car c'est un grand défi pour la société rwandaise. Lors du dialogue national Umshikirano en décembre 2019, la question de la grossesse chez les adolescentes a été soulignée comme l'un des obstacles à la stabilité de la société rwandaise et l'une des résolutions à appeler à la coopération à tous les niveaux pour que cette question ainsi que d'autres soient résolues dans le plus bref délai. Au début de l'année judiciaire 2021-2022, en septembre de cette année, le président de la République Paul Kagame a une nouvelle fois appelé chacun à la vigilance afin de trouver une solution à ce problème. Les abus sexuels et les grossesses chez les adolescentes sont en augmentation. Et pour les enfants scolarisés, ce qui est clair, c'est que si nous ne faisons pas attention, cela pourrait devenir la norme. Mais nous devons montrer que nous sommes contre. Et cela devrait être évident avec une réduction significative des chiffres. En décembre de cette année, le dialogue national devrait aussi se pencher sur ce dossier épineux en examinant les résultats des différentes résolutions adoptées lors du dernier dialogue national. Selon les RIB, l'une des raisons de l'augmentation des abus sexuels et des grossesses chez les adolescentes est la complaisance de certains parents qui ne font pas le suivi de leurs enfants en prenant le temps de leur parler et d'écouter les défis auxquels ces derniers sont confrontés. Les résidents qui ont été transférés dans des villages modernes à partir de zones à haut risque à travers le pays disent que leurs moyens de subsistance ont changé pour le mieux car ils ont désormais également accès à certaines infrastructures modernes. Patrick Kenyidandi continue. Claude Sinayobié fait partie des 200 familles qui ont été relogées dans le village modèle de Mbonganzeri, un secteur Gweru, du district de Bugesera. Ils ont été déplacés de l'île de Sharita, un secteur Gweru. Pour atteindre l'île de Sharita, il faut un bateau. La route de la plage traverse également un marais. L'île est généralement bondée du monde. Certains des évacués s'y rendent encore pour chercher de la nourriture car certaines personnes vivent encore. Sinayobié Claude explique la nature de ces lieux. Ici, nous traversons de la cellule Nganga à la cellule Sharita. Habituellement, en avril, l'endroit est inondé d'eau et il est impossible de planter quoi que ce soit avant juillet. L'eau vient et atteint cette citerne, mais ne la dépasse pas. Même lorsque tous les autres endroits sont remplis d'eau, lorsque cela se produit, tout le monde souhaite pouvoir vivre ailleurs pour le moment et revenir avant tout quand tout sera fini, lorsque le poisson est disponible partout pour les pêcheurs. Sinayobié dit qu'il est né en 1978. Il indique également que son père a été parmi les premiers habitants de ces lieux en 1990. L'île de Sharita a ensuite été habitée par un certain nombre de familles. Il est difficile pour un enfant d'aller à l'école car l'environnement est hostile. Lorsque la rivière Kagera déborde de ses rives, vous trouvez des papyrus flottant partout. Et les hippopotames sont fréquents ici, ce qui représente un risque pour la vie des populations. Je tiens à remercier son Excellence, le président de la République, pour avoir pensé à nous, qui vivions dans ces zones à risque. Et ces déplacements ont permis de transformer notre vie pour le meilleur.
En 2016, 80 familles ont été relogées de l'île de Charita ainsi que d'autres familles résidant sur l'île de Mazane dans le village modèle de Bunganzeri à Heru. La zone relocalisée dispose d'une gamme d'infrastructures comprenant des centres de santé, de l'électricité et l'élevage de plus de 100 vaches dans une cage publique sous les soins d'un vétérinaire. Il y a aussi un entrepreneur qui fournit de l'herbe à ces gens et qui est payé par le gouvernement. Nous les vaccinons environ 2 fois par an et leur donnons des vitamines pour les garder en bonne santé. Nous avons des vaches laitières pour produire 20 litres de lait par jour, mais en général, elles produisent 4 litres de lait le matin et les restes de litres le soir. Ce sont des vaches qui produisent 150 litres par jour. Chaque année, elles produisent des fumiers d'une valeur de 3 millions de francs, ce qui est distribué aux éleveurs. Les habitants de ces villages modèles témoignent que leur vie a été transformée pour le mieux. Ils vivent maintenant dans de belles maisons avec de l'électricité, du lait à leur disposition et des écoles à proximité. La vie était dure sur l'île à cause du manque d'électricité sur les campagnes, du manque d'infrastructures, alors qu'ici, il y a du tout et on est heureux. Dans ce village, il y a un dispensaire, des écoles sont à proximité et des routes nationales. En 2017, 116 familles ont été relogées dans le village modèle de Horezo, en district de Muranga. C'est un village avec toutes sortes d'infrastructures. 103 vaches sont dans des étables communautaires. Le matin, certaines personnes vont traire leurs vaches et d'autres transportent du fumier pour leur travail. En district de Nyaruguru, plus précisément en secteur Munini, les habitants y ont été relogés en provenance de zones à risque. Nous sommes satisfaits de cet hôpital de Munini, avec des lumières partout. La ville est magnifique la nuit. Là où je suis né et grandi, l'électricité était plutôt rare. Le pays tout entier a l'air incroyable, grâce à son Excellence Paul Kagame. Que Dieu le bénisse. La secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Ingabire Assumpta, affirme qu'avant d'installer des personnes dans des villages modèles, il faut d'abord le préparer et leur expliquer le fonctionnement de ces nouvelles résidences et infrastructures. Le gouvernement ne peut pas aider ceux qui ne sont pas prêts à participer. Il est de leur responsabilité de protéger et de nettoyer leurs maisons, car le gouvernement a tellement de domaines sur lesquels se concentrer et mettre les infrastructures là où ils sont nécessaires. Donc les gens devraient avoir un sens des responsabilités. Le ministère de l'administration locale affirme que la vision du pays est que chaque secteur ait un village modèle. Plus de 120 villages modèles ont déjà été établis dans le pays. 5182 familles ont déjà été réinstallées dans ces villages. 28 000 personnes au total vivent déjà dans ces villages. Parlons sport à présent. 4e journée du championnat national de football de la première division. Le seul match de la journée a opposé Police FC à Golira FC. Les deux formations se sont séparées et par un nul vierge 0-0. Mais juste au début de la rencontre, Jean-Claude Ndori, le portier de Golira FC, s'est fait remarquer en versant une poudre inconnue dans ses bois. Certains ont cru au fétiche, une attitude à laquelle croient malheureusement certains joueurs au Rwanda aujourd'hui. Les autres rencontres, comptant pour la 4e journée, se jouent ce mardi avec les confrontations Bugesera-Gasogi United, Gicumbi qui sera opposé à Kiyovu Sport, et le match phare de la journée, c'est la formation militaire d'APR FC qui va affronter Rayon Sport. Le match se joue au stade régional de Nyamirambo à Kigali à partir de 15h. APR FC avait auparavant demandé à la Fédération rwandaise de football de reporter ce match, mais cette demande a été rejetée par la Fédération. Cela intervient alors que l'APR FC se prépare à une rencontre de la Confédération africaine où ses représentants rwandais devront affronter les Marocains de Renaissance sportive de Berkane.
le 28 novembre courant à Kigali. Et c'est ici qu'est fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez de très bons moments en compagnie de la télévision rwandaise.